Je m'appelle Victor Portier, je suis intervenant pour l'association e-enfance depuis 4 ans. Alors juste pour préciser un petit peu, de base je suis développeur web, en fait mon métier c'est de développer des sites internet. Et donc là, pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait beaucoup d'interventions auprès des élèves. Et maintenant j'interviens beaucoup plus auprès des adultes, que ce soit les parents ou les professionnels du monde socio-éducatif. Alors nous, l'association e-enfance, on a été créée il y a un peu plus de 10 ans. On est une association de protection des mineurs sur Internet, donc notre rôle c'est vraiment de promouvoir les bons usages en ligne et de prévenir les jeunes des différents risques qu'ils peuvent rencontrer en ligne. On intervient aussi donc auprès des parents, je le disais rapidement. En fait on fait souvent des conférences débats avec les parents pour parler des outils numériques que leurs enfants utilisent, comment ils les équipent, comment ils les accompagnent. Et puis pour donner des pistes sur l'accompagnement des jeunes en ligne. Et puis aussi on fait donc de la formation professionnelle, donc sur des temps courts, comme là avec une conférence d'1 heure, ou sur des temps plus longs, sur des journées par exemple de formation, où on essaie de faire tout le tour d'Internet chez les jeunes, des usages que les jeunes peuvent en faire, des risques qu'ils peuvent rencontrer, et comment ils peuvent être accompagnés en fait sur ces plateformes. Donc si je ne me trompe pas, je n'étais pas là ce matin, mais vous avez abordé donc, ce que font les jeunes en ligne. Ouais, donc je n'ai pas besoin de l'aborder, c'est parfait. La deuxième chose qu'on fait à l'association, c'est qu'on gère une ligne d'écoute qui s'appelle NetÉcoute. Donc vous avez peut-être vu à la télévision ou sur les réseaux sociaux, pour ceux qui sont inscrits, un spot publicitaire depuis une quinzaine de jours qui fait la promotion de NetÉcoute. Donc c'est vraiment une ligne d'écoute, c'est un numéro vert, donc gratuit, qui en plus de ça est anonyme et confidentiel, et donc qui permet aux enfants, aux parents, aux professionnels d'avoir des informations, des conseils sur un problème qu'un jeune peut rencontrer en ligne en fait. Donc nous on est vraiment là pour après écouter le problème, prendre en compte ce qui est fait et puis donner des conseils par rapport à ça, autant techniques que juridiques, que psychologiques tout simplement. Et puis on fait office de tiers de confiance auprès de la police déjà, de la CNIL et puis de différents réseaux sociaux envers qui on peut faire des signalements en fait et qui seront traités beaucoup plus rapidement qu'un simple signalement fait par un utilisateur sur le réseau social. Alors je reparlerai des signalements juste après, enfin un peu plus tard dans la présentation. Et puis pour situer un petit peu l'association e-enfance, la ligne d'écoute, on est dans le programme BICnet, donc c'est un programme européen qui fait qu'en Europe, et bien dans chaque pays, il y a une association de prévention, donc e-enfance, une ligne d'écoute, NetÉcoute, et puis une association de suppression de contenu gênant en ligne ou interdit, et en France c'est Point de Contact. Donc je l'aborderai un peu plus tard dans la présentation aussi. Mais Point de Contact, c'est une association qui est là pour récolter pareil des signalements faits par les utilisateurs sur Internet et pouvoir supprimer ou demander la suppression des contenus au site en question ou directement en fait, auprès des fournisseurs d'accès à Internet. Et puis pour vous donner un ordre d'idée des appels qu'on reçoit à l'année, donc c'est en moyenne 4500 appels par an. Et quand on regarde, c'est à peu près un appel sur 10 qui est passé par un jeune seulement. Le reste du temps, c'est les adultes qui appellent. Donc même beaucoup plus souvent les professionnels que les parents. En fait, les parents sont souvent les derniers au courant. Et on se rend compte que quand ils nous appellent, ils ont pratiquement fait ce qu'il fallait en fait à chaque fois. On va plus être là pour conforter leurs idées et puis valider que ce qu'ils ont fait correspondait à ce qu'il fallait faire. Mais vu que c'est souvent les derniers au courant, voilà, les choses sont généralement déjà faites. Par contre, on a souvent des CPE, des infirmières scolaires qui nous appellent parce qu'ils sont confrontés à une situation, à un moment dans leur établissement scolaire, et donc ils viennent prendre les infos auprès de la ligne d'écoute dans ces cas-là. Et puis, depuis le 3 novembre, on a une nouvelle version du site NetÉcoute. Et donc, on a ces 4 moyens-là de contact qui peuvent être utilisés par les jeunes pour communiquer avec nous. Alors, les adultes utilisent la majorité du temps le téléphone, tout simplement. Donc, on a mis un système quand même de mail en place, alors qui est aussi assez utilisé par les adultes. Mais surtout pour les jeunes, il y a le chat directement sur le site. Et il y a Messenger de Facebook aussi, qui peut être utilisé maintenant par les élèves, directement pour prendre contact avec nous. Donc c'est un outil qu'ils utilisent régulièrement, assez souvent dans le cadre de leurs amis et de leurs différents contacts. Et donc on s'est dit qu'en utilisant cet outil-là, ça fonctionnerait peut-être mieux directement auprès des élèves. Sachant qu'il y a un peu moins de 10 ans, au début de la ligne d'écoute, on avait expérimenté avec Skype à l'époque, et ça avait plutôt bien fonctionné.
Donc là, on expérimente avec Messenger depuis une dizaine de jours. Donc voilà à peu près qui on est, ce qu'on fait. Et donc moi, je suis là pour parler du cyberharcèlement, des cyberviolences. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me faire un signe. J'essaierai de m'arrêter et puis de prendre votre question, bien sûr, si vous en avez une. Alors déjà, on va essayer de définir ce que sont les cyberviolences, le cyberharcèlement, et puis voir quelques chiffres aussi qui correspondent à ces situations. Alors déjà, une cyberviolence, c'est vraiment un fait portant atteinte à quelqu'un qui a lieu via les technologies de communication. Donc si je vous insulte en ligne, si je diffuse des informations personnelles ou très personnelles, si j'usurpe votre identité, si je mets des rumeurs sur vous, si je diffuse des contenus humiliants, bon, ça devient donc une cyberviolence. Alors c'est une cyberviolence quand ça a lieu une fois. C'est-à-dire que si la violence elle est répétée, là on tombe dans le cyberharcèlement. Et puis surtout, si moi je mets une violence sur quelqu'un en ligne et que d'autres personnes interagissent sur le contenu, donc le commentent, le partagent, le copient et le remettent ailleurs en ligne, et bien dans ces cas-là, ça devient du cyberharcèlement. Et donc si on définit clairement ce que c'est que le cyberharcèlement, c'est vraiment un acte agressif perpétré par un individu ou un groupe à l'encontre d'une victime, et qui en fait généralement va être répété. Donc on arrive dans le cyberharcèlement en fait. Donc après c'est les mêmes exemples qui se posent dans ces cas-là. C'est juste la répétition qui va faire en sorte que ça devienne du cyberharcèlement. Quand on regarde un petit peu aussi les chiffres, attendez, je vois qu'il y a des gens qui prennent en photo la slide, allez-y. Quand on regarde un petit peu les chiffres, en fait, depuis qu'on étudie le nombre d'élèves harcelés en classe, donc ça date, les premières études datent des années 80-90. Voilà, donc avant 2010, on est toujours en fait à peu près un élève sur 10 harcelé, 10%, voilà, c'était un chiffre qui stagnait, qui restait à peu près au même niveau tous les ans. Et puis en 2010, on a commencé à comptabiliser le cyberharcèlement. Et on s'est rendu compte que le cyberharcèlement, eh bien, c'était 80% des cas de harcèlement. Alors toujours en 2010 avec un nombre à peu près stagnant de situations. Et puis en 2015, la dernière étude vraiment importante, là on a grimpé, on est plutôt arrivé à 12% d'élèves harcelés, pardon. Et on s'est rendu compte que 100% des situations étaient du cyberharcèlement. Donc maintenant, il y a plus de situations de harcèlement qu'avant, et en plus, elles passent quasiment toutes par Internet. En fait, il n'y a que dans les situations de harcèlement entre élèves de primaire, et encore, c'est même assez rare, qu'il n'y aura pas Internet qui va rentrer en jeu. Mais sinon, aujourd'hui, quasiment toutes les situations se reportent sur Internet. Et puis, il y a eu une étude qui estime qu'en 2020, on arriverait à 40%. Alors, en fait, ça vient tout simplement du fait que les élèves sont équipés de plus en plus tôt des outils numériques, avec pas forcément plus d'accompagnement qu'avant. Et donc, ils vont utiliser les outils comme ils sont en temps normal, et sans forcément se rendre compte de l'impact que peut avoir leur propos, contrairement à s'il les tenait dans la cour de récréation. En plus, harceler quelqu'un à travers un écran, c'est beaucoup plus simple. Il faut moins de courage, entre guillemets, pour s'en prendre à quelqu'un. Et puis, pas celui qui va commencer le harcèlement, mais les autres qui vont suivre le groupe de harceleurs, en fait, eux, pareil, ils vont pas se rendre compte de l'impact de leur action en aimant un contenu sur Internet humiliant, ou en le partageant, en le montrant à d'autres, ou en rajoutant une petite phrase humiliante, en fait, à la suite du contenu. Donc, ça facilite les choses, et ça amène à ce que le nombre de situations grossisse. Ce qui est aussi... pardon, j'ai oublié la transition. Donc, détecter le harcèlement, c'est quelque chose de très compliqué. Parce que généralement, on s'en rend compte avec un changement de comportement de la victime sur différents sujets. Le problème, c'est que les jeunes sont des adolescents et la définition de l'adolescence, c'est un petit peu qu'ils changent de comportement à tous les moments, donc c'est assez compliqué. Après, sur Internet, les situations de harcèlement touchent beaucoup l'image, en fait. Donc, déjà, les élèves qui vont avoir tendance du jour au lendemain ou au bout d'un certain temps à se dévaloriser énormément, c'est peut-être que leur image, elle est déjà dévalorisée ailleurs et que eux se sentent
mauvais, entre guillemets, ou pas dans les normes, parce que on leur rappelle à longueur de temps sur les outils. Pour le détecter, c'est pas mal de voir les différentes causes en fait qui existent dans le harcèlement et le cyberharcèlement. Donc j'ai listé en fait voilà, les 4 principales raisons qui amènent quelqu'un à être victime de harcèlement. En fait, la première raison, ça va être la surexposition de soi, une erreur commise en ligne, on va dire, par quelqu'un et qui va être reprise par les autres et qui pourrait avoir un impact. Si c'est mal interprété, si c'est commenté de manière négative, si on humilie la personne suite à ça. Tout ce qui va toucher au sexting ou à ce que j'appelle la cyber-intimité, c'est-à-dire l'intimité en ligne. Alors, ça peut paraître un peu absurde hein, comme mot, mais voilà, c'est quand on va dévoiler son intimité à travers un outil numérique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on la dévoile forcément à tout le monde, son intimité. Je pourrais dévoiler mon intimité, je sais pas, en prenant une photo de moi dénudé et l'envoyer à mon petit copain ou ma petite copine. Au final, je l'envoie qu'à une seule personne, mais j'envoie un contenu numérique pour lequel je vais perdre le contrôle en fait dessus. Et donc après, ça peut, un peu comme les problèmes de surexposition de soi, ça peut être utilisé pour s'en prendre à moi. Il y a tout ce qui correspond à ce qu'on voyait avant déjà dans les cours de récréation, les jeux dangereux, les défis aussi, le t'es cap ou t'es pas cap un petit peu, où à force en fait de montrer qu'on n'est pas forcément capable, les autres vont peut-être se mettre à nous harceler pour qu'on devienne capable de faire le défi ou le jeu dangereux. Et puis après c'est donc toutes les violences relationnelles que les jeunes peuvent avoir entre eux, qui pareil existent déjà dans les cours de récréation avant Internet. Donc les injures, les vengeances, les menaces, ta tête me revient pas donc je m'en prends à toi, enfin voilà, toutes ces situations-là qu'on côtoie déjà dans les cours de récréation mais qui peuvent avoir lieu sur Internet. Alors, juste pour illustrer un petit peu pourquoi les jeunes peuvent se mettre dans des situations gênantes en ligne, j'aime bien montrer ce qui peut les inspirer en fait sur Internet pour montrer des fois leur comportement qui peut paraître déplacé pour un adulte mais qui ne l'est pas forcément pour un ado. Alors je prends souvent comme exemple le cas de Rihanna sur Instagram. Donc voilà le type de photo qu'elle peut poster. Allez voir son compte. Hein, donc son compte c'est Badgal Riri. Donc vous tapez ça sur Google et vous trouverez son compte Instagram sans aucun problème. Et vous pouvez parcourir ses photos. Alors là j'en ai sélectionné une qu'elle a postée cet été. Mais ça aurait pu être une autre photo exactement du même genre. Et puis j'ai un autre exemple aussi. Alors là je prends des exemples de filles. C'est vrai que les filles sont un peu plus touchées par ça. Le sexisme est aussi très présent sur Internet. Mais je prends l'exemple de Miley Cyrus qui poste pareil ce genre de photos sur Instagram. Donc pareil, si vous voulez retrouver son profil, vous avez son pseudo juste ici. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que là j'ai pas rajouté les étoiles, hein. C'est elle qui les a mises déjà quand elle a posté la photo. Mais c'est des contenus qui sont très faciles d'accès sur Internet. Je ne sais pas si ce matin vous aviez parlé des différents réseaux qui sont utilisés par les jeunes, hein. Mais nous, quand on va dans une classe de 5e, le réseau social sur lequel ils sont plus inscrits en premier, c'est Snapchat, et le deuxième, c'est Instagram. Donc c'est des réseaux où les ados sont très présents. Ils vont suivre ce genre de célébrités parce que c'est des célébrités à la mode, parce que c'est de la musique qu'ils aiment bien, etc. Sauf qu'au final, ils arrivent face à des contenus qui peuvent leur montrer qu'on doit fonctionner de cette manière-là. Et pour certains, vont reproduire, alors peut-être pas dans un exemple aussi extrême, hein, mais vont peut-être reproduire ce type de comportement. Quand c'est fait par une célébrité qui a une vingtaine d'années, qui a un entourage, qui se moque un petit peu des images négatives qu'on peut donner d'elle, c'est pas trop gênant. Quand c'est un ado de 14-15 ans qui a ce type de contenu qui va être mal interprété par les autres, ça peut être assez compliqué à gérer pour lui. Alors c'est pas des cas aussi extrêmes, hein, mais voilà, ça peut quand même arriver assez fréquemment. Alors, je ne l'ai pas mis en exemple là dans la présentation, mais c'est des choses qu'on retrouve chez les très jeunes aussi. Il y a des jeux qui sont ciblés pour les enfants de moins de 10 ans. Donc je prends l'exemple de Movie Star Planet. Il y a peut-être parmi vous qui ont déjà entendu parler de ce jeu de la part d'élèves de primaire, par exemple. Donc Movie Star Planet, le jeu où on devient une star de cinéma. En fait, c'est une planète où il n'y a que des stars de cinéma, c'est pour ça que le jeu s'appelle comme ça. Et pareil, en fait, les codes qui sont pour les adultes sont repris dans ce jeu. Sauf que le jeu il est ciblé pour les 7 à 15 ans. Donc même quand c'est des jeux, des contenus qui sont censés être pour les jeunes,
eh bien au final, des fois, on les fait arriver dans un monde qui n'est pas clairement adapté à leur âge et qui peut les amener en fait à reproduire ou à être inspirés, on va dire, par ces types de contenus et donc à changer ou à adapter leur comportement en ligne par rapport à tout ça. Alors là, je prends l'exemple d'Instagram, mais je disais le réseau le plus utilisé chez les cinquièmes. Alors en fait, c'est à partir de la primaire. C'est Snapchat, donc le réseau de photos d'envoi de photos éphémères. Et c'est pareil, les célébrités sur Snapchat se mettent en avant leur quotidien, voire même leur intimité. Quand on suit un adolescent, un collégien qui utilise cette application, va avoir tendance à utiliser pareil l'application de cette même manière. Le problème, c'est que plus on va s'exposer sur Internet, moins on va avoir de contrôle sur ce que l'on partage. Parce que moins on va avoir cet œil attentif avant de poster le contenu pour vérifier s'il n'y a rien qui peut être mal interprété par les autres ou s'il n'y a pas quelque chose de gênant en fait dessus. Quand ça devient un automatisme de poster des photos de soi, de dire ce qu'on est en train de faire, etc., eh bien oui, on va être moins regardant sur ce qu'on partage et c'est là que ça peut vraiment être utilisé par les autres. J'ai pris comme exemple le sexting aussi. Alors je vais vous diffuser une vidéo. Alors, donc voilà une vidéo que nous on utilise en intervention avec les élèves au collège pour parler du sexting, du fait d'envoyer donc son intimité en ligne. Alors si je laisse la fin, c'est juste pour vous montrer le site internet clicksafe.be. Si vous voulez récupérer la vidéo, si vous voulez d'autres contenus pour faire des ateliers, des activités avec les jeunes, etc., n'hésitez pas à aller sur ce site. En fait, c'est nos collègues de Belgique qui génèrent les contenus sur ce site, avec qui on échange pas mal de ressources pour nos différentes séances de prévention. Et donc vous pouvez trouver cette vidéo et d'autres contenus aussi qui abordent les questions du numérique et des jeunes sur Internet. Alors quand on décrypte un petit peu la situation, c'est quelque chose là qu'on vient de voir à l'écran qui est très fréquent dans la vie de tous les jours entre jeunes. Voilà, le sexting, c'est un petit peu une étape aujourd'hui entre guillemets normale de la sexualité des jeunes en ligne. Ça fait partie, voilà, il y avait le terme à la fin de la confiance que le couple va se donner en fait. Après, il y a certains cas où ça va mal se passer. Alors quand on regarde les statistiques, on se rend compte qu'il y a peu de cas en fait sur la totalité du sexting où ça se passe mal. Mais le problème, c'est que quand ça se passe mal, c'est très compliqué à gérer pour celui ou celle qui se retrouve sur le contenu. Alors là, dans l'exemple de la vidéo, la jeune fille envoie une photo d'elle à son copain, donc plutôt pour lui faire plaisir. Et lui, alors à mon sens, je trouve, partage la photo plus pour montrer aux autres que sa copine est jolie que pour s'en prendre à elle, en fait. C'est pas quelque chose de méchant forcément envers elle qu'il veut faire, même si au final, ça va avoir ce type d'impact, en fait. Après, il y a la situation où, après rupture, je vais diffuser la photo de toi pour me venger. Et puis, tout ce qui touche à l'intimité, en fait. Là, on prend l'exemple d'une photo envoyée, mais ça pourrait être une vidéo aussi tournée à deux, par exemple. Ça peut être aussi de l'intimité dévoilée par message. J'explique quelque chose d'intime à mon meilleur ou ma meilleure copain ou copine. Et après, on n'est plus copain ou copine. C'est pareil, lui ou elle peut utiliser ce message que j'ai envoyé pour pas lancer une rumeur, mais montrer quelque chose de vrai en fait que j'ai écrit et le montrer vraiment à tout le monde. Donc tout ce qui touche à l'intimité, c'est compliqué à gérer quand c'est mis aux yeux de tout le monde. Et donc c'est en ça que ça va avoir vraiment un impact. Et puis il y a aussi les différences d'appréciation des contenus, suivant si ça va être un garçon ou une fille qui se trouve dessus. Ça aussi, c'est important à prendre en compte. Donc il y a, pour les ressources sur le cybersexisme, il y a le centre Hubertine Auclair. Vous pouvez trouver des contenus sur Internet qui abordent ces questions-là et puis surtout fait de la recherche sur le cybersexisme, comment essayer de l'arrêter
et comment le prévenir aussi auprès des élèves, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Mais voilà, il y a aussi ça, le fait que une fille qui va se mettre en avant sur Internet, eh bien on va la traiter de tous les noms, alors qu'un garçon, s'il est un petit peu musclé ou s'il n'est pas trop grassouillet, c'est pas trop grave et pas trop gênant. Oui ? Alors c'est le centre Hubertine Auclair. Donc Hubertine le prénom et Auclair, ça doit s'écrire A-U-C-L-E-R-C, de mémoire. C'est un centre de recherche qui est basé à Paris et ils ont un site internet qui est très complet sur le cybersexisme en fait. Et donc c'est pareil, dessus on peut trouver des ressources pour des interventions, des ateliers avec des jeunes par exemple, sur l'interprétation des contenus. Sur l'interprétation aussi des commentaires, des réactions sur les contenus en eux-mêmes. Donc là, j'ai pris l'exemple voilà, de quelqu'un qui envoie une photo de lui dénudé. Il y a aussi, sur le même principe, qui peut avoir un impact assez négatif, ça va être ce qu'on va appeler le chantage à la webcam. Je vais pousser quelqu'un à se déshabiller devant alors, son appareil photo ou sa webcam pour ensuite pouvoir lui faire du chantage. Et ça arrive à des gens qui sont choisis un peu au hasard sur Internet par des groupes mafieux qui se financent comme ça. Donc c'est une vraie arnaque en ligne, mais on croise de plus en plus dans certains collèges ou lycées des situations similaires où alors principalement des garçons s'en prennent à des filles comme ça pour bien soutirer des contenus et après faire du chantage. Alors toutes formes et toutes sortes de chantage derrière, mais voilà pour faire du chantage en échange de la non-diffusion de ce type de contenu. Et donc, même si c'est la jeune fille dans l'exemple, et c'est souvent la personne qui se met elle-même en avant sur la photo, la vidéo, peu importe, il ne faut pas oublier que s'il y a une diffusion derrière, ça reste quand même elle la victime de la situation. C'est quelqu'un qui a fait une erreur et une autre personne ou d'autres personnes ont utilisé cette erreur pour s'en prendre à elle derrière. C'est important de le prendre en compte, ça. Et puis, c'est important de prendre en compte que ce qui a lieu sur Internet a un impact, en fait, sur l'image de la personne et sur sa réputation, dans ces cas-là, sa e-réputation. Le problème, quand ça a un impact sur notre e-réputation, ce type de contenu, eh bien, on va, quand on est victime, imaginer que tout le monde a vu, que tout le monde est au courant, et on va être à l'aise devant personne, en fait, tout simplement. On ne va plus avoir de sentiment de protection nulle part. Parce que, eh bien, il suffit que quelqu'un me regarde avec un petit peu d'insistance dans un bus pour que j'imagine qu'il a vu mon contenu en ligne, alors qu'en fait, c'était peut-être pas du tout le cas. Je peux peut-être changer d'établissement scolaire et le contenu peut peut-être me poursuivre plus tard. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes aussi à prendre en compte. C'est pas parce que ça a lieu sur Internet, que c'est notre identité virtuelle qui est touchée, que ça a moins d'impact. Au contraire, ça en a tout autant, voire même plus, dans certains cas. Parce que l'information, le contenu, il n'est pas limité qu'à une petite zone géographique, mais il peut s'étendre à une zone géographique très grande, comme une ville entière, une région, voire même un pays, voire même le monde entier. On a vu des cas de cyberharcèlement, de cyberviolence, toucher quelqu'un et nous, en tant que petits Français, on entend parler, alors que la situation, elle vient d'ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde. C'est important vraiment de le prendre en compte. Nous, on se rend compte que dans les situations de harcèlement, quand un adulte entre en jeu pour essayer de solutionner la situation, c'est vraiment son ressenti par rapport à la situation, c'est vraiment son... Ah, j'ai perdu mon mot, je suis désolé. Le fait qu'il se sente concerné en fait, par ce genre de situation, même quand ça a lieu en ligne, qui va permettre à la victime d'être mieux aidée et secourue. Quelqu'un qui imagine que, vu que c'est sur Internet, c'est pas grave, ça passera, va pas prendre en compte en fait, tout le mal-être de la victime, ne va pas prendre en compte aussi tous les enjeux qui peuvent se trouver derrière ce type de contenu diffusé, et donc ne va sûrement pas solutionner la situation de la bonne manière, ou totalement. Alors que quelqu'un qui va prendre en compte ça, que ça touche à mal, ça met à mal notre e-réputation, et donc quelque chose qui est très peu contrôlable au final, pourra peut-être venir en aide plus facilement à la victime dans ces cas-là. Mais dès l'instant que ça touche l'intimité et que c'est sur Internet, c'est quand même très compliqué à gérer pour la victime.
Et puis je prends l'exemple donc des différents défis et jeux dangereux qu'on peut avoir sur Internet aussi. Donc avec par exemple le Ice Bucket Challenge qui a commencé en fait ces différents défis. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez du Ice Bucket Challenge en 2014. Donc c'était un défi en fait où des célébrités se renversaient un seau d'eau froide sur la tête pour récolter de l'argent pour une association. Alors depuis ils ont récolté de l'argent, ça a même permis de la recherche pour la maladie qui était combattue par l'association. Alors déjà, est-ce que vous savez comment ils ont récolté de l'argent? Alors pas avec la pub, non. Alors pas non plus avec le nombre de connexions, ni avec le nombre de personnes qui ont aimé la... Oui? La diffusion des vidéos, non? Non plus. Oui? Alors, qui reversait? J'ai pas compris. Alors en fait, c'était ceux qui relevaient le défi qui faisaient un chèque et qui reversaient de l'argent en fait. C'est pour ça que c'était des célébrités qui ont commencé le défi. En fait, c'était un moyen pour certaines célébrités d'inciter d'autres célébrités à récolter de l'argent, enfin à amener une récolte d'argent. Mais comme tout ce qui est fait par les célébrités est souvent repris par le grand public, on a vu cet été-là plein de personnes lambda comme vous et moi sur les réseaux sociaux se renverser aussi un seau d'eau froide sur la tête. Donc eux n'ont pas participé à la récolte de fonds, hein, je tiens à le préciser déjà. Et puis c'est comme ça que sont nés vraiment les défis sur les réseaux sociaux. Je fais quelque chose, je te nomme pour que tu le fasses, tu le fais, tu nommes quelqu'un, et ainsi de suite. Donc après c'est une chaîne en fait qui se met en place. Et donc après on a vu d'autres défis apparaître, et là le premier qui a été assez alarmant c'était les neck nominations. Alors est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire neck? Alors à part la nuque en anglais, ça veut dire cul sec aussi. Et donc les neck nominations, c'est le fait de boire quelque chose cul sec devant son écran, donc principalement de l'alcool, hein, sinon c'est pas drôle. En fait, ça a été commencé par des étudiants cette fois-ci. Alors des étudiants irlandais qui étaient partis en Australie et pour continuer à faire la fête avec leurs copains qui étaient encore en Irlande, ils s'envoyaient des vidéos en fait de défis où ils buvaient des shooters. Mais pareil que l'exemple avec les célébrités, ce qui est fait avec les étudiants souvent est repris par les lycéens, voire même aussi repris par les collégiens. Et donc on a eu quelques cas en France de situations en fait où les neck nominations comme ça ont été faits dans des collèges et il y avait un élève dans le groupe qui n'avait pas voulu faire le défi et qui n'était plus influencé pour le faire mais carrément harcelé en fait pour l'amener à faire ce défi. Donc il y a eu quelques cas de coma éthylique dont un qui aurait pu être assez dramatique, hein. Il y a une jeune fille qui l'avait fait le soir seule dans sa chambre et qui a été retrouvée que le lendemain matin par ses parents en fait. Donc voilà une situation où un jeu, un effet de mode en fait peut amener à un comportement dangereux et surtout à influencer quelqu'un à se mettre en danger pour réaliser un défi, faire du buzz en fait. Ce qui rejoint un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure avec la photo de Rihanna et de Miley Cyrus. Voilà le Kim Cat Challenge. Alors il a été très peu repris en France, plus en Angleterre et aux États-Unis. Mais voilà, les pratiques des ados anglais et américains sont à peu près similaires hein, de ceux des Français. Là, en fait, c'est Kim Kardashian qui s'était pris en photo, donc celle de gauche, nue dans sa salle de bain. Elle avait caché sa poitrine et son sexe avec un bandeau noir. Et certains de ses fans ont repris en fait cette photo-là et avaient lancé le Kim Cat Challenge. Ça, on le retrouve sur voilà, différentes célébrités qui vont se mettre en avant de telle ou telle manière en ligne, et ça va être repris. Donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure hein, vis-à-vis de Rihanna ou de Miley Cyrus. Quand c'est une célébrité qui a un entourage, etc., qui le fait, voilà, il n'y a rien de gênant ou de dramatique. Par contre, quand c'est voilà, un ado ou un jeune adulte qui le fait sans prendre en compte les conséquences de ce genre de contenu en ligne, ça peut être compliqué à gérer. Et puis au niveau des défis, le dernier qui, voilà, des fois dans certains pareils établissements scolaires, entre groupes, en petits groupes, pardon, certains élèves pourraient mener ce genre de défis qui peuvent changer nos comportements. C'est le A4 Challenge, c'est un défi qui a eu lieu en fin d'été, au début de la rentrée, là, vers août-septembre, sur les réseaux sociaux. Alors celui-là, c'est en fait la photo que j'ai mis là pour l'illustrer, c'est la première photo du défi qui a existé, sauf que c'était en aucun cas un défi. En fait, c'est une chinoise sur WeChat, donc le réseau social chinois, parce que là-bas, ils n'ont pas le droit d'avoir Facebook, qui a découvert que quand elle se prenait en photo avec une feuille A4 devant elle, on ne voyait pas sa taille dépassée, en fait. D'autres personnes en Chine ont remarqué ce détail-là aussi. Et donc après, on a nos amis journalistes occidentaux qui ont fait des articles en disant « Attention, voici le nouveau défi à la mode en Chine ».
Et donc après on a vu des ados reprendre, voilà, en France, en Allemagne, en Angleterre, etc., reprendre ce défi-là. Moi j'ai quand même halluciné quand j'ai vu au mois de septembre que M6 faisait un reportage télévisé sur une jeune fille qui faisait ce défi-là. Donc en fait une journaliste de M6 a suivi pendant 3 jours une jeune fille de 16 ou 17 ans, je ne sais plus trop, qui buvait de l'eau et du jus de citron pour pouvoir passer derrière une feuille A4. On a alors, ce genre de défi peut être fait de manière ponctuelle, voilà, un élève quelque part va le faire, mais on a quelques cas aussi où des élèves s'influencent entre eux pour faire ce défi-là par petits groupes de, je sais pas, entre 5 et 10 élèves par exemple. Il y a un qui a trouvé ce genre de défi intéressant et drôle et qui va donc influencer les autres à le faire. Et on peut se retrouver, voilà, comme pour les Neck Nomination, à des situations où on n'influence plus, mais on harcèle en fait l'autre pour le pousser à faire ce genre de défi. Pour conclure sur le défi quand même du A4 Challenge, c'est un des premiers où on a vu un contre-discours apparaître, c'est-à-dire des gens qui montraient qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce défi-là, et qui l'ont montré avec à peu près le même mode de fonctionnement que le défi. Donc je prends un exemple, souvent cette jeune femme, voilà, qui a dit tout le bien qu'elle pensait du défi en question. Alors, les deux principaux voilà, qui montrent que l'influence peut devenir du harcèlement dans ces cas-là, donc dans les exemples, c'était les Neck Nomination et le A4 Challenge. Mais en fait, on se rend compte que tous les jeux dangereux qu'on connaît dans les cours de récréation, les jeux de strangulation, etc., sont reproduits aujourd'hui, filmés, et ensuite diffusés en fait, aux autres. Et alors, le premier problème, déjà, c'est que ça fait une super publicité à ces jeux-là. Voilà, moi je me souviens quand j'étais au collège, alors c'était YouTube n'existait pas encore, mais presque. Les Neck Nomination n'existaient pas non plus. Mais à l'époque, il y avait déjà des vidéos, enfin, je me souviens d'une vidéo en particulier d'un monsieur qui buvait une bouteille de pastis devant sa webcam. Mais c'était une vidéo en fait qui existait comme ça, et puis c'était quelque chose de très excessif, donc on se rendait compte que c'était dangereux. Le problème en fait, et là on l'a vu avec les Neck Nomination, c'est qu'au moment où ça a été la mode, ça a duré 6 mois, et pendant 6 mois, dans les fils d'actualité sur les réseaux sociaux, dans les suggestions de vidéos sur YouTube, on voyait une vidéo au moins qui nous était proposée avec ce type de contenu. Et donc la multiplication de ce type de contenu amène les gens à vouloir suivre en fait les effets de mode, et voire même des fois à faire dans la surenchère, à faire ce qu'on appelle du buzz en fait. Aujourd'hui dans les médias, on nous montre que c'est important de faire du buzz, qu'on peut devenir célèbre, riche, adulé grâce à ça. Le problème, c'est que la surenchère sur ce type de situation peut nous amener à nous mettre encore plus en danger, alors que ce soit notre image ou même en danger réel, physique, dans la vraie vie en fait. Et ça, c'est voilà, quelque chose qui est arrivé en France déjà, hein, avec le défi « à l'eau ou au resto ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, il fallait sauter dans l'eau ou payer un resto à celui qui nous avait nommé. Il y a eu des morts en France parce que des jeunes ont voulu voilà, créer ce buzz et être plus impressionnants que les autres. Principalement des jeunes qui avaient sauté dans l'eau avec leur vélo, et puis dans l'eau dans un fleuve en fait, pas dans une simple piscine ou quoi que ce soit. Donc voilà, cette recherche de buzz, de surenchère peut nous amener à nous mettre en danger physiquement, notre image en danger, et puis cette idée de chaîne en fait, d'influence au niveau des défis, peut amener aussi les jeunes voilà, à ne plus être seulement influenceurs, mais harceleurs pour que les autres montrent qu'ils sont capables de faire ce genre de trucs. Donc voilà, par rapport aux défis, aux influences, juste avant d'aborder la question de pourquoi il est important d'agir, un dernier exemple avec une autre vidéo qu'on utilise aussi en intervention. Alors elle commence à dater un peu, si vous êtes habitué à parler du harcèlement avec les élèves, je suppose que vous l'avez déjà vu. C'est la vidéo Les injures du site Non au harcèlement. Voilà, mais je vais quand même la diffuser pour l'utiliser en fait pour décrypter le harcèlement, le cyberharcèlement.
C'est bon, c'est pas méchant, c'était juste pour rigoler. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Ces actes peuvent avoir de sérieuses conséquences. Perte de confiance, troubles psychologiques. Alors donc sur la fin, sans détailler les différentes conséquences, de toute façon on va les voir là juste après. Juste pour vous montrer que la vidéo elle est un peu vieille, hein, donc c'était encore la statistique de 1 élève sur 10, on n'avait pas encore passé ce cap-là. En fait elle date de 2011, la vidéo, c'était la première campagne de lutte contre le harcèlement entre élèves. Alors nous on l'utilise toujours parce que en fait elle montre vraiment très bien la situation de cyberharcèlement comme on peut la croiser dans beaucoup d'établissements scolaires. C'est-à-dire quelque chose de voilà, qui paraît plutôt futile aux agresseurs de base, qui va commencer sur Internet, être pris par les autres, et ensuite voilà, se développer comme ça au sein de l'établissement scolaire. Et puis on voit dans la deuxième partie de la vidéo que la situation, elle n'a pas lieu que sur Internet, mais aussi dans les couloirs, ce qui est pareil généralement le cas. C'est quasiment inexistant les situations où l'élève est que harcelé en ligne en fait, si ça vient de la part de quelqu'un de son établissement scolaire. Alors pourquoi il est important d'agir? Alors déjà pour la victime, parce que les conséquences elles peuvent être importantes, déjà une perte de confiance en soi, l'isolement, le repli sur soi. Donc ça c'est déjà des conséquences rapides à arriver en fait, enfin qui arrivent rapidement auprès de la victime. Ensuite on a une baisse de la concentration des résultats scolaires, parce que eh bien, vu que c'est à l'école, ou du moins les gens qui s'en prennent à nous sont issus de l'école, eh bien c'est en ça que ça va être compliqué pour nous après à l'école. Et puis on a en troisième point, ce qui va arriver un peu plus tard, mais qui est pareil assez fréquent, ça va être donc les conduites suicidaires, les conduites violentes envers soi-même donc ou envers les autres, parce que eh bien par accumulation de la violence reçue, l'élève va lui-même au bout d'un moment devenir violent. Alors soit envers ses agresseurs, soit envers d'autres personnes. Les cas les plus fréquents restent par exemple les aînés d'une fratrie qui sont harcelés à l'école et qui s'en prennent à leurs petits frères, petites sœurs à la maison. En fait, ils sont considérés comme plus faibles à l'école, donc ils sont des victimes, entre guillemets, faciles, par peut-être timidité, par un manque peut-être de relation avec les autres. Et à la maison, bah, physiquement, ils vont être les plus forts, donc ils vont trouver, en fait, entre guillemets, quelqu'un pour se venger. Alors c'est totalement inconscient de leur part, hein, là-dessus ils y peuvent strictement rien, mais voilà, ça fait partie des conséquences assez fréquentes. Et puis la victime est tellement dévalorisée par les autres qu'elle peut au bout d'un moment se dévaloriser elle-même et avoir des conduites dangereuses pour elle-même, prise de drogue, de médicaments, d'alcool, et ou même voilà, de conduites suicidaires. Tous les ans, hein, c'est en moyenne à peu près 5 élèves par an en France qui mettent fin à leur jour à cause d'une situation de harcèlement vécu, lancé par les camarades de classe. On a aussi les conséquences chez les auteurs, les participants, donc l'attitude agressive, violente, qui va au final perdurer s'il n'y a pas de solution, enfin si c'est pas arrêté, et qui va donc encourager ce genre de comportement si personne ne réagit. Une faible empathie qui se développe, ou du moins une empathie qui ne se développe pas du tout, parce que l'agresseur généralement va se dire bah oui mais voilà, si ça l'énerve, pourquoi lui il se défend pas? Il n'arrive pas du tout à comprendre que la victime ait des complications à se défendre en fait. Et puis surtout, voilà, généralement, ils ne reconnaissent pas l'impact de leurs actes. Hein. Voilà, l'agresseur, lui, se dit que de toute façon, si on m'insulte, c'est pas gênant, moi je m'en fiche. Ou si on m'insulte, j'irai taper celui qui m'a insulté. Mais ils ne se rendent pas compte que la victime ne fera pas ce genre de choses. Et qu'elle encaisse la situation et qu'elle développe donc les conséquences qu'on a vues juste avant. Et puis, chez les spectateurs, c'est surtout une crainte de devenir victime à son tour. Et donc, ça amène quand même à un mauvais climat scolaire de base. Et donc, faut pas oublier que les élèves, ils sont là pour étudier, hein, de base. Et donc, ça peut amener, voilà, par exemple, un spectateur à devenir agresseur, dans ces cas-là, plutôt qu'à chercher à aider la victime. Peut-être qu'au fond lui-même, il se sent coupable, voilà, il culpabilise de ce qu'il fait, de ne pas l'aider ou de l'enfoncer. Mais par crainte, il va préférer faire ça plutôt que lui apporter de l'aide ou du soutien. Donc c'est vraiment une situation qui est importante à solutionner pour tout le monde. Alors principalement pour la victime, là-dessus je l'accorde, mais même pour les spectateurs, les agresseurs, voilà, c'est quelque chose qui est important à éradiquer le plus vite possible quand ça s'est mis en place. Alors ce qu'il faut comprendre quand même de la situation de cyberharcèlement, c'est qu'il y a 3 groupes principalement. La victime,
là où les victimes, alors généralement la victime est quand même seule, mais il se peut dans certaines situations que les victimes, on s'en prenne à un petit groupe d'élèves. Les agresseurs et puis les spectateurs. Alors ce qui est important d'avoir en tête, c'est que déjà les rôles peuvent changer au fur et à mesure qu'une situation évolue. Je suis victime d'une situation de harcèlement, ça dure 2 mois, là c'était les vacances, je rentre, j'en ai marre, je vais casser la figure aux agresseurs. Eh bien moi en tant que victime, je deviens agresseur. Et l'agresseur à qui j'ai cassé la figure, eh bien lui devient victime dans ce genre de situation. En fait en France on n'a pas le droit de se venger. Donc si je me venge, il y a une deuxième situation qui se calque à la première, où les rôles changent. On peut retrouver ça avec un spectateur. Dans la vidéo, on voit le jeune homme qui déchire la photo et qui la jette au pied de la harceleuse. Lui, voilà, il apporte du soutien à la victime, il l'aide. Il aurait pu le faire en cassant la figure à l'agresseur aussi, dans ces cas-là. Lui, il pense bien faire, peut-être, mais là, il devient agresseur, l'agresseur devient victime, et puis la victime devient spectateur, en fait, de la situation dans ces cas-là. Et puis nous, sur le point sur lequel on insiste beaucoup, c'est, alors déjà, pardon, excusez-moi, j'ai oublié un truc, c'est voilà, les questions à se poser dans ce genre de situation. Comment la situation est vécue par la victime. Des fois, en tant qu'observateur extérieur, on va imaginer que la situation est extrêmement violente, que c'est très compliqué à vivre pour la victime, et au final, on se rend compte que c'est pas forcément le cas. À l'inverse, des fois, il va y avoir des situations qui peuvent paraître très futiles à quelqu'un qui est à l'extérieur et qui va être très blessante et très compliquée à vivre pour la victime. Donc déjà, réussir à évaluer ça, c'est important. Évaluer aussi l'impact sur les spectateurs. Il y a des cas de harcèlement où les spectateurs ont peur, mais réellement peur, des agresseurs. Et puis, il y a d'autres cas où les spectateurs vont suivre les agresseurs plus par défi, en fait, vis-à-vis des adultes ou vis-à-vis de la victime, que par crainte. Voir la raison du harcèlement, qu'est-ce qui les pousse en fait à ce type de comportement, parce que suivant la raison qui est évoquée, eh bien c'est pas non plus la même solution à mettre en place. Quand on parlait tout à l'heure du sexting, voilà, si c'est une erreur commise par la victime, là faut peut-être remettre tout le monde à sa place, expliquer aux agresseurs qu'on a tous le droit de faire une erreur et que ça ne doit pas être pris en compte par les autres pour humilier quelqu'un ou s'en prendre à lui. Des fois, ça peut être des situations où en fait les rôles se sont échangés déjà, et puis on se rend compte que la victime était peut-être plutôt agresseur à la base, etc. Donc peut-être travailler sur tout le groupe en fait dans ces cas-là, voir comment ça se fait que leur relation ne fonctionne plus aujourd'hui en fait. Donc vraiment évaluer la situation, c'est important, et puis voir le rôle des spectateurs aussi. Il y a des situations où il y a peu de spectateurs qui sont actifs. C'est-à-dire qu'on a 2-3 agresseurs, une victime, et en fait, ils sont que 4 dans la situation. Les spectateurs ne sont pas actifs du tout dedans. Et puis, il y a d'autres situations où, en fait, les 2-3 agresseurs sont vraiment aidés par les spectateurs, la majorité de la classe. Et donc là, c'est peut-être auprès de tout le monde qu'il faut agir, et non pas uniquement les 3 ou 4 agresseurs. Donc, évaluer la situation, et ça, en fait, après, c'est un peu du traitement au cas par cas. Suivant la raison, suivant le nombre de personnes, l'impact que les agresseurs ont sur les autres, etc. Dans ce cas-là, il faut agir. Alors, là j'ai bien mis spectateur, j'ai pas mis témoin, parce que le spectateur il voit ce qui se passe, le témoin il témoigne. C'est important aussi d'utiliser les bons mots sur ce genre de situation. Nous on incite les élèves à devenir des témoins, à aller alerter en fait l'adulte ou les adultes qui sont autour d'eux pour que l'adulte en question solutionne le problème. Parce que en fait, les agresseurs savent que ce qu'ils font c'est interdit, donc ils vont pas le faire forcément aux yeux des adultes, enfin à la vue des adultes. La plupart quand même des situations de harcèlement, eh bien elles ont lieu dans les interclasses, à la récréation, à la cantine, sur internet, on l'a dit. Mais rarement dans les salles de classe directement. Donc c'est compliqué pour un prof qui a quelques heures dans la semaine sa classe de peut-être se rendre compte qu'il y a une situation de harcèlement. Peut-être qu'il va détecter une situation de violence entre 2 élèves, mais pas forcément de harcèlement. Donc c'est important déjà que l'équipe éducative elle communique entre elles, parce que 3-4 profs qui voient une situation de violence entre 2 mêmes élèves, c'est peut-être que là oui c'est du harcèlement. C'est important aussi que les spectateurs, ceux qui voient ce qui se passe,
alerte les adultes en question pour faire en sorte que l'adulte prenne des dispositions pour que ça s'arrête en fait. Donc là, il n'y a que les élèves qui peuvent alerter l'adulte, aller témoigner. Donc nous, pareil, on montre ce schéma aux élèves en intervention, on décrypte les conséquences pour chacune des parties, on parle du témoin, d'aller témoigner, etc. Et puis on fait un petit jeu sur le témoin, la balance, qui a envie d'être un témoin, qui a envie d'être une balance. Pour aussi insister sur la connotation qu'on peut avoir derrière un mot, le sens précis d'un mot, surtout s'ils veulent aller témoigner en étant aidés par l'un de leurs camarades. Si on dit à quelqu'un « viens, on va balancer les agresseurs », il va avoir du mal à venir avec nous. Par contre, si on lui dit « viens, on va témoigner pour la victime », vu que c'est pas la même personne qui est derrière, eh bien en fait, on sera suivi plus facilement. Donc voilà, on travaille un petit peu sur ça, et puis surtout sur l'empathie, on essaie de développer un peu l'empathie. Alors, on passe pas des heures et des heures sur le schéma, mais voilà, on essaie de travailler ça avec les élèves. De manière générale. Et donc oui, ce que je disais, le témoignage des spectateurs est très important. Et puis voilà, la communication entre les adultes aussi, l'équipe éducative est aussi très importante pour que chaque personne qui détecte quelque chose puisse en parler quand même. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas forcément alarmantes, mais des fois, ça peut être un peu plus embêtant. Alors une fois qu'on a défini ce que c'était, qu'on a vu les différents types de situations qu'on peut croiser, voilà, comment réagir quand ça a lieu sur Internet. Donc Internet, je disais tout à l'heure, le désavantage des situations de cyberviolence, de cyberharcèlement, c'est que le fait que ça ait lieu sur Internet, on perd le contrôle sur les contenus, sur les réactions des autres, sur les endroits où ça peut être partagé. Ça laisse des traces en fait Internet. Mais l'avantage, c'est que ça permet de garder des preuves aussi. Donc pour pouvoir exposer un problème que j'ai, ou si je veux témoigner auprès de quelqu'un, ce qui est important, c'est que j'ai des preuves de ce que je veux évoquer. Donc des captures d'écran permettent de garder en mémoire les photos humiliantes qui ont été partagées, et en fait en même temps, on peut voir les commentaires, on peut voir les différentes réactions qu'il y a pu y avoir dessus, comment les gens ont réagi, etc. etc. Garder les liens aussi des contenus, c'est important, surtout si y a une plainte qui est déposée ensuite, parce que là, ça permettra à la justice de demander le contenu beaucoup plus facilement aux réseaux sociaux en question, ou le retrouver aussi beaucoup plus facilement sur Internet. Ensuite, il ne faut pas hésiter à utiliser les boutons de signalement, de blocage. Alors, bloquer quelqu'un, c'est automatique, c'est-à-dire que si moi je vous bloque sur un réseau social, vous ne pourrez plus rentrer en contact avec moi, vous ne pourrez plus communiquer avec moi, voir ce que je partage, etc. En gros, ça va faire un mur entre vous et moi sur le réseau social en question, et donc ça va me protéger si je vous bloque. Signaler un contenu, là, c'est pas automatique. C'est-à-dire que moi, je trouve un contenu qui me paraît interdit ou humiliant envers quelqu'un sur Internet. Je cherche le bouton signaler, je le signale. Donc là, par exemple, c'était une insulte, et donc je l'ai signalé. Après, le réseau social va me poser des questions pour savoir pourquoi je signale le contenu. Donc c'est important d'être précis, parce que suivant les réponses données, c'est pas la même personne qui va traiter mon signalement. Des fois, il peut même y avoir personne qui traite un signalement. Si on prend l'exemple de Facebook, la première question qu'on vous pose, c'est de savoir si c'est interdit ou inintéressant. Si vous cochez que c'est inintéressant, sachez que le signalement n'est pas traité dans ces cas-là. Facebook, il s'en fiche que le contenu soit inintéressant. Lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit interdit. En plus, si on supprimait tous les trucs inintéressants d'Internet, il y aurait un paquet de trucs à supprimer quand même. Donc voilà, bien cocher, bien répondre aux questions, c'est important. Et ensuite, dans le réseau social en question, il va y avoir quelqu'un qui va lire notre signalement, qui va regarder le contenu, qui va regarder déjà si ça correspond bien, il va regarder aussi si c'est interdit par les règles du site, et si c'est le cas, il supprimera le contenu dans ces cas-là. Alors, c'est pour ça que c'est important de prendre en compte les différentes conditions d'utilisation des sites. Ça a été évoqué juste avant par monsieur. Les conditions d'utilisation. Tous les sites n'ont pas les mêmes règles, ne se basent pas sur les mêmes règles non plus. Si on prend l'exemple de Facebook, leur référence pour les conditions d'utilisation, ça va être les lois américaines. Et ce fameux premier amendement qui parle de la liberté d'expression qui est totale, etc. Donc sur Facebook, des fois nos signalements, et c'est le cas alors pour certaines situations de harcèlement, mais aussi par exemple tout ce qui touche par exemple au racisme et aux différentes discriminations qu'on peut croiser sur Internet, Facebook les laisse en ligne parce que pour eux on a le droit de tout dire en fait. A l'inverse, Twitter, eux, ils prennent comme référence les lois du pays dans lequel Twitter il est utilisé. Donc si je vois un contenu harcelant sur Twitter et que je le signale de la part d'un compte Twitter français, eh bien Twitter va supprimer le contenu parce que c'est interdit en France. Donc ça dépendra du site en question, ça va dépendre de la personne aussi qui va traiter le signalement, de la manière dont il va interpréter le contenu.
Mais il ne faut pas hésiter à utiliser le bouton de signalement. Il ne faut pas hésiter non plus à envoyer le lien à nos contacts pour qu'eux-mêmes signalent aussi le contenu. Plus il y aura de personnes qui vont signaler un contenu, plus vite ce sera traité par le site. Et mieux ça le sera aussi. Et donc, signaler un contenu, je vous montrerai normalement juste après, mais il y a la plateforme du gouvernement aussi. J'ai une capture d'écran dessus. Et il y a point de contact. Alors là, je n'ai pas de capture d'écran, mais point de contact, ça s'écrit comme ça se dit, un point de contact tout simplement. Pareil, qui est là pour aider à la suppression des contenus gênants en ligne. Vous avez une question? Oui, j'ai juste une petite question. Est-ce que quand on signale un contenu sur Facebook, l'auteur du contenu est informé qu'on a signalé? Alors, un signalement, c'est toujours anonyme. C'est-à-dire que celui qui l'a signalé ne sait pas que ça a été signalé. Quand Facebook aura traité son signalement, si le contenu n'est pas supprimé, dans ces cas-là, celui qui a mis le contenu en ligne, il est au courant de rien. C'est invisible pour lui. Le signalement, il ne l'a pas vu parce que le contenu n'a pas été supprimé. Par contre, s'il est supprimé le contenu, ou s'il y a une action dessus, par exemple, Facebook pourrait très bien supprimer le contenu et après le prévenir que la prochaine fois qu'il recommence, il va le bannir dans ces cas-là. Là, il a une notification. Par contre, il ne sait pas qui ni combien de personnes ont signalé le contenu. Donc c'est pour ça, hein, demander aussi à ses contacts de le faire, ça peut être pas mal. Par contre, on ne partage pas un contenu pour qu'il soit signalé. Je ne le mets pas sur mon mur en disant vous voyez, c'est interdit, voilà, signalez-le. Il faudrait l'envoyer par message privé en fait et demander aux gens de le signaler comme ça. Parce que si je partage un contenu qui est interdit, en fait, je participe à sa diffusion dans ces cas-là. Et donc j'aide celui qui l'a mis en ligne à ce que ça ait plus de visibilité encore. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à le demander, par contre il faut éviter de partager. Et ça c'est valable dans les cas de harcèlement, en fait c'est valable avec tout ce qui est interdit sur internet. Si par exemple demain vous tombez sur un contenu pédophile en ligne, ne le partagez pas en disant attention c'est de la pédophilie, c'est interdit, veuillez le signaler. Là il y a de fortes chances que la police vienne sonner chez vous dans les heures qui suivent. Donc faites attention vraiment à ça et surtout répétez-le aussi aux jeunes qui ont tendance à partager très souvent alors soit ce qu'ils aiment bien, mais aussi ce qui va les choquer, ce qui va les gêner sur Internet. Ils vont avoir tendance à vouloir le partager, le contenu, pour le dénoncer. Mais dans le cas d'un contenu interdit, c'est participer à cette diffusion. Ensuite, voilà, nous on rappelle aux jeunes toujours d'en parler à un adulte du problème qu'ils ont. La plupart du temps, ça reste quand même des problèmes relationnels sur les réseaux sociaux, les cyberviolences, le cyberharcèlement. Les adultes peuvent apporter leur soutien et de l'aide dans ces cas-là. Alors peut-être qu'il va y avoir les contraintes techniques qui vont les embêter, mais nous, dans ces cas-là, on est là. Donc il ne faut pas hésiter à aussi utiliser la ligne d'écoute pour avoir des conseils, savoir, là je vous ai montré très brièvement comment on signale, je vous ai dit à quoi ça servait, mais demain un élève vient vous voir et vous dit, voilà, il y a un contenu gênant de moi sur Internet, bah, si vous ne savez plus comment faire, bah, vous pouvez nous appeler et nous, on sera là aussi pour vous guider au téléphone. Voilà, et allez là, etc., faites ça, pour pouvoir signaler le contenu. Et puis, il ne faut pas hésiter à porter plainte aussi si c'est nécessaire. Voilà, la loi s'applique sur Internet comme dans la vraie vie, exactement de la même manière. Tout ce qui est interdit dans la vraie vie l'est aussi sur Internet. Donc là, un petit passage rapide sur la loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et donc, c'est la première fois qu'on punit toute forme de harcèlement. En fait, avant cette loi-là, on pouvait punir que le harcèlement sexuel au travail. Donc c'était une partie infime des situations de harcèlement. Maintenant, voilà, c'est n'importe quelle situation qui peut être punie. Et donc la sanction de base, c'est 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Il y a 2 circonstances aggravantes majeures dans ce texte de loi-là. C'est premièrement si la victime a moins de 15 ans, mais ça c'est assez fréquent dans le droit français. Et deuxièmement, si ça a lieu sur les technologies de communication. S'il y a l'une des 2 circonstances aggravantes, c'est multiplié par 2 dans ces cas-là. Donc la sanction, là, on passe de 2 ans à 30 000. Et 30 000 € d'amende, pardon. S'il y a les 2 circonstances aggravantes, un cas qui pourrait exister, par exemple, dans une classe de 5e, de 4e, eh bien, dans ces cas-là, on se retrouve à avoir la sanction multipliée par 3, donc 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. Et je rappelle que les jeunes sont pénalement sanctionnables à partir de 13 ans. Donc voilà, les sanctions peuvent tomber à partir de cet âge-là. Alors là, c'est les sanctions maximales pour un adulte, mais voilà, un mineur peut être sanctionné pour ce type de choses. Et puis sur Internet, il y a la loi de la liberté de la presse de 1880 qui s'applique aussi. Alors j'ai mis quelques points là, mais j'ai mis un tableau en fait derrière pour que ce soit plus complet. Avec voilà, les infractions les plus fréquemment faites sur Internet, donc les injures publiques,
la diffamation, les menaces de mort, l'incitation au suicide, l'apologie du terrorisme, l'atteinte à la vie privée. Le droit à l'image rentre, enfin le non-respect du droit à l'image rentre dans l'atteinte à la vie privée. Et l'usurpation d'identité, par exemple, voilà, sont des faits assez fréquents. Alors juste, je me rends compte qu'il y a une erreur de frappe. C'est pas 5, c'est 3 ans pour les menaces de mort. Et puis, vu que le temps presse, bah voilà, quelques ressources pour compléter l'intervention, pour des ressources supplémentaires, si vous voulez construire un atelier avec des jeunes, etc. N'hésitez pas à aller sur ces sites-là. Donc, e-enfance, c'est vraiment le site de l'association. Il y a des ressources complémentaires dessus. Il y a aussi nos différents moyens d'action qui sont expliqués dessus, nos contacts aussi. NetÉcoute, c'est le site de la ligne d'écoute que je vous ai présenté tout à l'heure avec le bouton Messenger, donc pour les élèves, pour qu'ils puissent communiquer avec nous directement via Facebook Messenger. Non-harcèlement.education.gouv.fr, c'est le site du ministère sur le harcèlement entre élèves, donc qui a été mis à jour le 3 novembre, le jour de la journée nationale de lutte contre le harcèlement entre élèves. Et puis il y a le site de la CNIL, alors là j'ai mis précisément jeune.cnil.fr. Sur le site de la CNIL, il y a des ressources qui sont très intéressantes si on veut faire des ateliers sur le numérique avec les élèves. Je prends souvent par exemple en exemple avec les lycéens, c'est la vidéo je partage ou pas. Et donc en gros c'est quelqu'un qui se filme en soirée, enfin qui filme une soirée et puis le but c'est de dire si on partage ou pas. Il y a différentes issues possibles à la vidéo suivant ce qu'on fait et ça aborde toutes ces questions d'intimité en ligne, de harcèlement, de diffusion d'informations personnelles, etc. Et donc c'est assez intéressant à utiliser avec les élèves, à décrypter avec eux. Et puis nous on parle des réseaux sociaux, donc on est aussi dessus. Donc il y a non-harcèlement, il y a NetÉcoute, e-enfance sur Facebook et Twitter. Ça peut vous permettre aussi, si vous êtes utilisateur, de vous tenir au courant de l'actualité de ces sujets-là. On alimente assez régulièrement notre compte Facebook avec des articles qui nous paraissent intéressants, des retours de sondages, de statistiques, etc. aussi. Donc voilà à peu près ce que je pouvais dire sur le harcèlement et le cyberharcèlement. Si on a 5 petites minutes peut-être pour des questions. Oui, ouais. tout à fait. Bon bah c'est parfait, alors Merci à vous. n'hésitez pas.